BFM Business, Edwige Chevrillon, c'est à vous. Bonsoir Olivier, bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. On va parler de logement, choc foncier bien sûr. La ministre, vous avez bien dit la ministre. J'ai dit la ministre. Tiens, j'en profite. La ministre, je suis parfaite. Vous êtes pour un statut d'une première dame ou pas? Alors là, je dois vous avouer que c'est un des sujets sur lesquels j'ai le plus d'interrogations. Parce que je crois qu'on ne se posait pas la question précédemment pour la bonne et simple raison qu'on trouvait normal que le statut de femme, ce soit un statut de femme d'eux, voilà, et que ça ne posait de questions à personne. Et qu'effectivement, il faut inventer une vie qui va avec le fait qu'il puisse y avoir dans des couples des responsabilités différentes, que les femmes travaillent, que parfois ce soit les femmes qui sont en responsabilité et les hommes qui soient les hommes d'eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à avoir de statut. Je vous avoue que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas d'avis tranché. Il y a une vraie réflexion à avoir. En tout cas, je suis favorable à ce que quand on est membre d'un couple, aujourd'hui, on puisse avoir sa propre autonomie, sa propre capacité de réflexion. La vie qu'a eue Yvonne de Gaulle, c'est pas logique que ce soit ça qu'on veuille imposer aujourd'hui aux femmes. Pascal Canfin, rapidement. Sur ce point-là, ouais. Non, je n'ai rien à ajouter. Je partage totalement ce que Cécile vient de dire. En tant qu'homme d'eux, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Peut-être que vous avez lu cette enquête dans Le Parisien qui démontre en Ile-de-France, surtout en Seine-Saint-Denis, le 115, donc le numéro d'appel d'urgence pour les sans-abri est saturé. On va arriver bientôt dans la période hivernale. Vous avez annoncé que vous prendriez des mesures d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, vous voyez, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle des écologistes au gouvernement, chaque jour qui passe, je sais à quel point la situation au regard de ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. Donc, de manière très claire, c'est les gens qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue, de plus en plus des familles aujourd'hui, et une situation qui s'aggrave. Quand on parle de la crise, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça veut dire qu'on est dans la situation sans doute la pire depuis 15 ans au regard de cette question. Donc, oui, le gouvernement se donne les moyens, même si on est dans une situation où aujourd'hui, c'est insuffisant. Mais vous savez, plus nous ouvrons des places, plus nous débloquons des moyens, et dans un budget, comme vous le savez, qui est contraint, le budget pour l'hébergement d'urgence va augmenter l'année prochaine, et nous avons libéré 50 millions d'euros de crédits supplémentaires pour les mois qui viennent et qui sont devant nous d'ici la fin de l'année. Donc on est très mobilisés sur cette question, mais malgré cette nouvelle mobilisation, les demandes sont de plus en plus importantes. Donc c'est vrai qu'on doit s'attaquer à la racine de ces difficultés. Il faut s'attaquer à la crise parce qu'on ne peut pas accepter autant de familles en situation de précarité, mais il faut aussi se donner les moyens. Et quel type de mesures vous allez prendre? Et c'est ce que nous allons faire. Et d'ici moins de 15 jours, d'ici, je pense, une semaine, nous mettrons en place un plan d'urgence pour répondre à la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui s'aggrave de jour en jour, et c'est les informations dont je dispose. J'ai rencontré le président du SAMU social il y a quelques jours. Vous avez raison de dire, le 115 est saturé à Paris, en Ile-de-France, mais pas seulement. Il y a un afflux de gens qui ont besoin d'hébergement qui est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait même prévoir. Donc c'est vrai que la situation n'est aujourd'hui pas satisfaisante, mais nous allons nous donner les moyens d'y répondre. C'est là aussi une obligation. Peut-être pour Pascal Canfin, puisque vous êtes ministre en charge du développement, il y a un afflux d'immigrés, de gens qui viennent d'Afrique notamment, qui veulent passer d'abord en Espagne, mais comme la crise est encore pire qu'ici, du coup ils remontent vers la France. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce mouvement ou pas? Non, pas à ma connaissance. Non, c'est ce que disent les associations, c'est pour ça que je... Il y a des situations, évidemment, enfin, il n'y a pas d'afflux massif aujourd'hui. Simplement, je pense qu'il faut bien distinguer les politiques migratoires de la politique de développement. Oui. Et d'ailleurs, avec Manuel Valls, nous avons séparé ce qui avait été fusionné par Brice Hortefeux. Brice Hortefeux avait mis en place un système où la politique de développement, donc en gros des crédits pour financer un certain nombre de projets dans les pays du Sud, était la carotte utilisés pour avoir des gestions concertées des flux migratoires. Emmanuel Valls et moi-même et l'ensemble du gouvernement, nous avons considéré qu'il y avait une rationalité dans la politique migratoire, c'était le ministère de l'Intérieur, et une autre rationalité, une autre logique dans la politique de développement. Donc on tient justement à ne pas mélanger les deux politiques. Donc c'est pour ça que vous ne répondez pas vraiment à ma question, c'est pour ça. Non, je vous dis simplement que tout moi, en tant que ministre du Développement, je ne suis pas directement concerné par les flux migratoires. On va parler logement. Logement social, vous avez le projet de loi qui prévoit de porter à 25% la part de logements sociaux dans les communes. Alors plus de 1500 habitants en Ile-de-France, 3500 dans le reste de la France. Simplement, il y a beaucoup de questions. Je crois que du reste, vous recevez le maire de Neuilly qui est mardi prochain. J'ai vu ça dans votre agenda. Et Jean-Christophe Ramontin dit, mais la difficulté, c'est que moi, je n'ai pas de terrain. Il n'y a pas de terrain disponible. Mais en plus, quand il y en a, ça vaut très très cher. J'ai pas les moyens. Qu'est-ce que vous allez lui répondre, en l'occurrence, mardi? C'est ce qu'il dit. D'abord, que
ce qu'on constate, c'est que depuis que la loi a été votée il y a 10 ans, la première loi SRU, ça a changé les choses en profondeur. C'est-à-dire que plus aucune commune n'a considéré qu'elle n'allait pas faire du tout de logement social. C'est ce qui existait auparavant. Parce que ce qu'il faut faire en matière de logement social, c'est bien disperser ces types de logements partout sur le territoire. Et même partout dans tous les types de bâtiments. Ce qu'on fait maintenant dans beaucoup de communes, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 tiers bâtis, 1 tiers de logement social dans le même immeuble, 1 tiers d'accession à la propriété et 1 tiers d'accession sociale. Et ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que cette mixité dans le quartier et dans les immeubles eux-mêmes, c'est la bonne solution. Et ce que je répondrais à Christophe Fromontin, c'est la réponse que je lui ai faite dans le débat parlementaire, puisqu'il est également député, c'est dire qu'on peut transformer des bâtiments existants en logement social. Il n'y a pas forcément besoin de construire. Mais vous voyez la spéculation. Alors, nuit, c'est vrai, c'est un peu une emblématique de la problématique des logements sociaux. Que ce soit sans doute un peu plus compliqué, c'est certain. Néanmoins, il y a des mutations, il y a des immeubles qui sont vendus, il peut y avoir de la transformation en logement social, il y a des opérations, quelques opérations de construction neuve. Donc, j'en discuterai comme j'en discute avec d'autres. Mais ce qu'a permis et ce que permettra cette loi, c'est de renforcer cette obligation-là. Et il y a beaucoup de maires qui le font très bien. Et je vais vous dire de manière simple, quelle que soit leur couleur politique, c'est un sujet intéressant. On voit bien que cette question transcende parfois les clivages politiques. Néanmoins, il y a quelques irréductibles qui se sont mis clairement hors la loi. Et pour cela, les pénalités seront multipliées par 5. Ceux qui ne veulent pas, et avec sans aucune bonne foi, essayer de résoudre cette question, ils se verront taxés beaucoup plus lourdement. Et cet argent sera utilisé pour aider les communes qui, elles, font un effort en faveur du logement social. Et à ce moment-là, l'État mettra à disposition peut-être des terrains, des cessions. C'est l'autre versant de la loi. Un versant important. C'est l'autre versant, un versant très important. C'est la possibilité de céder les terrains jusqu'à la gratuité totale pour pouvoir construire du logement social, les terrains publics ou les terrains des opérateurs type SNCF ou RFF. Je recevais justement sur BFM Business Christine Boutin, qui était aussi ministre du Logement, qui dit « Moi, j'ai essayé, Bercy s'y est opposé. » ou du moins a tellement freiné que du coup, c'était impossible. Encore Bercy, voilà. Est-ce que vous pensez que vous aurez plus de chances de séduire Bercy ? C'est pas une question de chance. Il y a une volonté politique plus forte. C'est une question de volonté politique. Et je dois dire que cette volonté politique, c'est pas seulement celle de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement que je suis, c'est la volonté politique du Premier ministre et du Président de la République. C'est un engagement très fort. Le Premier ministre a fait état de résistances qui existaient, mais ces résistances seront levées. Elles seront levées aussi parce que les élus locaux seront impliqués, eux connaissent parfaitement ces terrains, ont commencé à monter des projets qui parfois se sont arrêtés parce que le prix de cession était trop élevé. Donc nous verrons tous les trimestres, nous ferons un point sur l'avancée de ces cessions pour vérifier que cette loi qui a été votée sera bien mise en œuvre. Justement, certains députés de droite, dans le débat parlementaire, ont dit que ces logements sociaux, ça pouvait créer des ghettos et créer des sources de violence. Je crois qu'ils y croient même pas eux-mêmes. Donc c'est ce que vous... Non, je vois, c'est ce qu'ils ont. Je vais vous dire, plus personne ne croit à ça. Et c'est justement pourquoi on a créé des ghettos, comme vous dites. Pas les réticences, pourquoi il y a ces grands... Mais parce que il y a eu artificiellement une mauvaise image qui a été donnée, ou parfois, effectivement, la construction de quartiers, qui ont été des quartiers, comme vous dites, qui ressemblent parfois à des ghettos, parce qu'à cette époque-là, quand il fallait supprimer des bidonvilles, on ne voulait pas mettre du logement social partout. Donc on a créé des quartiers où on a concentré les populations en difficulté, et c'est justement ça que nous ne faisons plus, que nous ne faisons pas. C'est exactement ça. Le logement social devient un ghetto lorsqu'il y a 70% ou 80% des habitants qui y vivent. Là, précisément, il s'agit de faire en sorte que le logement social puisse se déployer dans des villes où il est à 5, 7, 8% pour monter à 20 ou 25%. Donc on est bien précisément dans la logique d'anti-ghetto pour que ça soit réparti sur l'ensemble du territoire. Donc cette critique est vraiment à côté de la plaque. Alors, il y a aussi un autre chiffre important, c'est les 500 000 logements que vous voulez créer. Si l'on croit tous les professionnels, que ce soit Nexity, Kaufmann & Broad, etc., qui sont vraiment les principaux promoteurs, ils disent c'est impossible aujourd'hui, on est même sur 300 000 logements de mise en chantier, donc on n'arrivera jamais aux 500 000 logements. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut appuyer? C'est un objectif, mais à quelle échéance? Et que c'est un objectif ambitieux. Vous savez, entre le moment où on signe la vente d'un terrain et le moment où on donne les clés aux futurs propriétaires, il faut 3 ans. C'est ce qui est particulier avec le ministère que j'occupe, c'est sur cette question du logement, c'est que c'est un ministère de durée. C'est pour ça que tous les petits épisodes glissent sur moi assez facilement, parce que je sais qu'il faut de la ténacité et de la durée. Qu'une politique logement, une politique qui s'attaque à la crise du logement, 3 millions de personnes dans notre pays qui sont mal logées, 1 700 000 familles qui attendent un logement social, c'est de la ténacité et de la durée, et c'est agir sur l'ensemble des champs. D'accord, donc là on est plutôt sur 300 000, vous en connaissez. Mais si l'année prochaine,
prochaine, il y avait 500 000 logements qui étaient inaugurés, si je puis dire, ils seraient déjà en cours de construction. Oui. Mais ça, tous les gens qui nous regardent savent très bien 500 000 en chantier, donc. Donc, il faut absolument lancer ces chantiers, exactement, vous avez raison, et être extrêmement volontariste pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a la crise du logement, je l'ai dit, et ensuite parce que le secteur de la construction, c'est un secteur qui est aujourd'hui en situation difficile, et c'est un secteur qui peut permettre, à l'inverse, de créer beaucoup d'emplois durables, non délocalisables. C'est pour ça que, parallèlement à ce chantier de construction, il y a un chantier de rénovation, avec le plan de rénovation thermique qui va être lancé dans quelques jours maintenant avec Delphine Batho, qui va permettre d'être utile pour lutter contre l'effet de serre, qui va être utile sur un plan social. Une enveloppe de combien, juste sur l'éco-prêt, parce qu'après il faut... Écoutez, la question n'est pas directement l'enveloppe de l'éco-prêt, la question est de trouver les moyens qui permettent à chacun de faire ses travaux avec un prêt qui fait la différence entre l'ancienne facture d'électricité et la nouvelle. C'est-à-dire, enfin, il y en a peut-être pour 20 ou 30 000 euros quand même par logement. Mais oui, mais si ça a un impact nul sur votre budget, c'est-à-dire que le coût des travaux, c'est la différence entre votre nouvelle facture d'électricité et l'ancienne. 30 000 euros d'électricité, il faut du temps quand même. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément entre 20 et 30 000 euros. L'expérience que nous avons sur le premier plan Habitat Grenelle qui a été fait, mais de manière insuffisante, montre une réalisation intéressante, c'est qu'alors que l'objectif, c'était 25% d'économie d'énergie, les économies moyennes constatées, c'est 39%. D'accord. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi important, le Duflot, puisque c'est un dispositif pour les investisseurs qui veulent acheter des logements et puis avec un loyer qui doit être inférieur de 20% au prix moyen du marché. Il y a là aussi un petit peu de scepticisme, toujours un peu des mêmes acteurs de l'immobilier qui disent, mais d'abord, on ne sait pas très bien ce que c'est que le prix moyen du marché, ces commissions qui vont fixer, en l'occurrence, ces prix, et puis surtout, à partir de quand ça sera disponible, parce que ça sera rue par rue, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement. Comment ça va se passer? 2 choses. D'une part, ce dispositif fiscal, très simple, il s'agit de faire en sorte qu'on crée du logement à un niveau de prix intermédiaire entre le logement social et le logement classique. Donc qui permettra à des gens qui ont des revenus légèrement supérieurs aux revenus qui permettent d'accéder au logement social de se loger dans des conditions normales, et qui permettra aussi aux gens qui sont dans des HLM de pouvoir se reloger dans un autre type de logement. C'est pour ça qu'il y a un effort financier de la part de l'État pour aider les investisseurs privés qui font le choix d'orienter leur épargne vers ce type d'investissement plutôt que vers d'autres types d'investissements. Ça, c'est le premier point. Alors, rapidement, deuxième point, parce que c'est fini. Il nous reste 2 secondes. Vous m'avez fait perdre votre deuxième point. Le deuxième point, c'était sur le prix du marché. Sur le prix du marché, un vrai chantier, un chantier qui, je crois, sera décisif. Et à ce moment-là, c'est des professionnels qui n'ont pas été très attentifs. C'est la mise en place des observatoires, du type de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne qui existe, qui permettront d'avoir sur l'ensemble du territoire français des données fiables, comparables les unes avec les autres, et qui permettront de piloter au plus près, là où c'est nécessaire, la politique du logement. Merci Edwige. Cécile Duflot. J'avais une question pour Pascal Canfin. Vous parler du Grand Paris, mais on n'a pas le temps. Mais peut-être Christophe Jacobicine tout à l'heure vous parlera du Grand Paris. On va marquer une pause pour le journal de 19h. C'est déjà la mi-temps. Et puis Pascal Canfin, après, c'est vous qui serez davantage sur SLS parce qu'on parlera du développement. À tout de suite.